Les super-héros sont les dieux de l'Amérique, sa mythologie, comme chez les Grecs et les Romains. Ce sont les héros américains par excellence. Les super-héros sont l'incarnation de ce que nous croyons être. Des pionniers et des héros. Les émigrants avaient le sentiment qu'en Amérique, ils pourraient devenir des héros pour leur famille, des gens plus forts, plus importants. Ni les jeux vidéo, ni la télévision, ni l'animation, ni le cinéma n'auraient existé sans les comics. C'est américain, c'est comme le jazz, c'est une forme d'art américain. Le numéro 1 d'Action Comics, où Superman fait sa première apparition, est sans doute le comic book le plus important de l'histoire du genre. On en a vendu récemment un exemplaire pour 2 161 000 $. Le voici, c'est le Saint Graal. Il date de juin 1938. C'est un élément essentiel de la culture populaire américaine. C'est difficile à croire, mais au cœur de la Grande Dépression, il se vendait 10 cents. Superman est en quelque sorte le premier personnage créé par des mordus de culture pop. Deux petits juifs de Cleveland, Jerry Siegel et Joe Shuster, se faisaient brutaliser et maltraiter sans pitié par des voyous. Ils se sont vengés avec Superman. Je crois que c'était à l'été 1934. La nuit était chaude et Jerry Siegel, auteur adolescent, n'arrivait pas à dormir. Il se retournait dans son lit. Il faisait un rêve récurrent où il voyait un personnage à mi-chemin entre Samson et Hercule et une douzaine d'autres tirés de la Bible, des bandes dessinées, des feuilletons et du cinéma. Il note toutes ses idées et le lendemain matin, il se précipite chez son ami, Joe Shuster, le dessinateur. Il lui raconte l'histoire de ce personnage surhumain. Et Joe se met aussitôt à dessiner. Joe Shuster faisait de la musculation. Il était fasciné par les magazines de culturisme. Les images d'acrobates, les collants, les capes. Tout cela se retrouve dans le costume de Superman. Jerry Siegel était adolescent lorsque son père a été tué au cours d'un cambriolage. Et les meurtriers n'ont jamais été pris. Il avait donc une raison très intime, viscérale, de détester le crime. Je pense que le personnage de Superman, de manière fantasmatique, lui permettait d'empêcher ce genre de choses d'arriver. Jerry Siegel et Joe Shuster atteignent leur majorité durant la Grande Dépression, alors que la syndication de la presse bat son plein. En 1935, 130 agences proposent près de 2000 bandes dessinées à des millions de lecteurs. Une occasion en or pour les deux jeunes artistes, mais leur Superman ne trouve pas preneur.
Les auteurs des comics diffusés dans la presse étaient identifiés à leurs personnages. Ils devenaient d'aussi grandes stars que leur création. Here, one of the comparative newcomers, who began his strip during the gangster era. Chester Gould avec Dick Tracy, Al Cap avec Lil Abner. Would understand these dream people of Al Cap's imagination. C'étaient des célébrités, des gens très riches. This is Hal Foster. Il y avait Hal Foster, le père de Tarzan, et plus tard de Prince Vaillant. Il y avait le créateur de Flash Gordon, Alex Raymond, un artiste extraordinaire. Et Milton Caniff, qui faisait Terry et les pirates. Pour les jeunes qui débutaient comme moi, c'était des idoles. Ces gens-là connaissaient leur métier. Ils communiquaient comme nous aurions aimé le faire. Sunday is Sunday to my family, but Sunday is not simply Sunday for me. For Sunday's the one day when I love to see the bunnies. Mon père a pris la page des comics dans le journal du dimanche, il l'a pliée en deux, puis en quatre, et il a obtenu un format à peu près de la taille des comic books actuels. Et un jour, selon la légende familiale, il a eu l'idée de coller une pastille à 10 cents dessus et de les distribuer en kiosque. Il a été ravi de voir qu'ils se sont vendus très vite. Ça a duré environ 2 ans. Puis les planches à rééditer, déjà parues dans les journaux, se sont faites rares. Et il a commencé à acheter des œuvres originales. C'est ainsi que l'industrie est née. Les éditeurs formaient une bande assez miteuse et certains avaient des liens indiscutables avec la mafia. Beaucoup voulaient travailler dans la légalité, mais quelque part où personne ne viendrait vérifier les comptes de trop près. Les magazines qu'ils publiaient étaient considérés comme de la pornographie. Alors ils ont sauté sur l'occasion d'exercer une activité convenable. Parmi les nouveaux éditeurs, Detective Comics, qui cherchent du matériel original pour un nouveau titre, mise sur le héros que Jerry Siegel et Joe Shuster essaient de caser depuis des années. Les créateurs reçoivent au total 130 $ pour 13 pages de Superman. Ils ont dû découper les strips parus dans les journaux et les coller sur des pages au format des comic books. C'est devenu la locomotive de Comic Actions numéro 1, le futur DC Comics. Siegel et Shuster ont injecté dans ce comic les ingrédients qui donnent le ton à pratiquement tout ce qui viendra plus tard. C'était ça, Superman. Au cours des années 30, l'homme de la rue se sentait accablé par les forces liguées contre lui. Il avait besoin d'un champion. Superman est peut-être né de l'imagination de 2 adolescents, mais il est rapidement devenu un redresseur de tort. Dans le premier numéro, il sauve une femme injustement condamnée à mort. Il colle au mur un homme qui bat sa femme. Il déjoue un complot entre un sénateur et un fabricant d'armes. Une première journée chargée pour un super-héros. Superman! To best be in a position to use his amazing powers in a never-ending battle for true justice, Superman has assumed the skies of Clark Kent, mild-mannered reporter for a great metropolitan newspaper. Ce n'est pas uniquement un héros à la force herculéenne. Il endosse aussi le costume de l'Américain moyen. Kent speaking. Hello, Daily Planet. Superman est un extraterrestre, un immigrant originaire de Krypton. Il a tout quitté pour venir sur Terre sans espoir de retour. Arrivé ici, il prend un nom qui fait très goy, Clark Kent. This looks like a job for Superman.
Il se transforme en symbole absolu du modèle américain. C'était une transposition frappante de l'expérience de tous les immigrants aux États-Unis, pas seulement des Juifs. Quand on fait abstraction du reste, on découvre un étranger en terre inconnue qui veut s'intégrer à la société et ne pas rester isolé. C'est la structure même des États-Unis. En 1939, Siegel et Shuster ont réalisé leur rêve. Une parution quotidienne dans un journal et une page en couleur le dimanche. Cette année-là, DC Comics les engage sur un projet sans précédent. Un magazine entièrement consacré à un seul personnage. Les gosses en étaient dingues. Ces deux-là ont changé le monde en l'espace de 2 ans. Tous les éditeurs de comics voulaient des héros, des Green Lantern, des Atom, des Zatara le magicien. Fin 1939, cette maison d'édition publie 50 magazines. Un an plus tard, elles sont une vingtaine et sortent 150 titres, dont la plupart mettent en scène un super-héros encapé à l'identité secrète. Un peu comme les studios de Hollywood, chaque maison avait son style et ses lecteurs. Detective Comics, qu'on appelle aussi DC ou National, tient le haut du pavé. Sandman, le maître des rêves, figure parmi les fleurons de sa couronne. Son arme vaporise un gaz qui force les criminels à dire la vérité tout en les endormant. Timely Comics, le futur Marvel, présente des personnages bizarres, moralement ambivalents. La Torche Humaine est un androïde qui utilise ses pouvoirs pour aider l'humanité. Tandis que Namor, le prince des mers, le premier anti-héros du genre, a une mère à la peau bleue qui le pousse à faire la guerre aux terriens. Quality Comics, le bien nommé, donne dans la créativité. Plastic Man est un ancien criminel qui, après un accident dans une usine chimique, a la faculté de se transformer en justicier étirable. La firme publie également des rééditions d'un classique des journaux du dimanche, le Spirit, créé par Will Eisner. Et puis, il y a Fox. Les publications Fox étaient le parent pauvre des comics. Leurs super-héros n'avaient pas la moindre originalité. J'ai demandé au créateur du Scarabée bleu, leur héros vedette, ce qui l'avait poussé à inventer ce personnage au nom d'insecte. Il m'a tout expliqué. En 2 mots, le frelon vert. La popularité des super-héros ouvre la voie à une nouvelle génération de dessinateurs et de scénaristes. Les ateliers de création de comics ressemblaient à une classe de lycée du Bronx. Une majorité de Juifs, beaucoup d'Italiens, de Hongrois et pas mal d'Irlandais. Mais le plus souvent, c'étaient les jeunes Juifs qui appréhendaient le mieux l'univers des super-héros. La plupart des dessinateurs étaient des fils d'immigrants. Et les parents de presque tous ceux que je connaissais, y compris Jerry Siegel et Joe Shuster, étaient des tailleurs. On les appelait Schneiders, fils de Schneiders. L'un des éditeurs de DC Comics, Whit Ellsworth, était surnommé le Goy Maison. Il leur fallait une façade qui ne soit pas juive. On voyait très peu de femmes. C'était un domaine où il n'y avait pratiquement que des hommes. Mais personne n'avait l'intention d'y rester très longtemps. Les comics étaient une étape.
Je voulais être architecte, mais j'étais un enfant de la dépression. Les études étaient trop chères. Pour nous qui venions des quartiers pauvres, les comics représentaient le seul débouché. J'étais rongé par une angoisse terrible. À l'époque de l'abondance, on était riche. Voitures, chauffeurs, on a tout perdu. Alors pour m'en sortir, je suis devenu dessinateur de BD. L'atelier se trouvait au cœur de l'immeuble. Il n'y avait pas de fenêtre. Il faisait noir comme dans un four, à part les lumières qui éclairaient les dessinateurs penchés sur leur table. Vers 3 heures, ils commençaient à se réveiller. Les vannes sur les origines fusaient de tous les côtés. Les gommes volaient. Je me glissais au fond et je levais ma planche à dessin le plus haut possible pour qu'on ne me voie pas. Ce n'était pas un domaine respecté. Je rêvais de devenir écrivain et d'être publié. Je ne voulais pas mettre mon nom sur des BD, ce nom qui signerait un jour le grand roman américain. Je l'ai donc raccourci. De Stanley Martin Lieber, je suis devenu Stan Lee, afin de préserver mon nom pour les œuvres majeures que j'écrirai un jour. Quand j'ai commencé, je touchais quelque chose comme $5 la page. Une page complète avec 4-5 panneaux ou plus. Les panneaux sont les petites cases des bandes dessinées. Alors, pour gagner plus, on dessinait une grosse explosion qui prenait plusieurs panneaux. À l'époque, quel que soit l'éditeur pour lequel on travaillait, on savait qu'il déposerait le copyright à son nom. On n'avait droit qu'à notre tarif à la page. Comme les autres, Jerry Siegel et Joe Shuster cèdent leurs droits d'auteur. Superman ne leur appartient plus. Quand on créait un personnage qui appartenait à la maison, il lui appartenait. On ne touchait pas un cent dessus. Et on se crevait le cul, passez-moi l'expression, jour et nuit, comme dans un atelier de confection. À la place du fil et de l'aiguille, la plume et l'encre, la plume et l'encre, la plume et l'encre. C'était ça notre vie. Des rangées de dessinateurs, de lettreurs et de coloristes travaillaient tous en même temps. J'ai entendu dire que c'était des ateliers de misère. C'est complètement faux. J'adorais ça. Les créateurs de comics sont sans doute largement influencés par les pulp fictions, ces romans de gare sur papier bon marché, aux bords irréguliers. Leurs héros sont des personnages plus sombres, plus violents. Mi-justiciers, mi-criminels, ils rôdent dans l'ombre. The Shadow est devenu le personnage le plus marquant et le plus imité à la fois dans les pulps et dans les comics. Sa capacité à disparaître en se fondant dans les ténèbres le rendait presque surnaturel. Un autre super-héros du calibre de Superman surgit de ces ténèbres au printemps 1939. Son créateur est un jeune artiste engagé par DC Comics, Bob Kane. Un jour, l'éditeur est entré. Il cherchait quelqu'un pour une nouvelle BD qui concurrencerait Superman. Il a demandé à Bob de trouver une idée pour une série d'aventures. Celui-ci a appelé Bill Finger. Et à eux deux, ils ont concocté Batman.
Bob Kane a fait preuve d'une candeur qui n'appartient qu'aux adolescents. Il a créé un personnage qui semble différent, mais qui emprunte à tout ce qui existe. The Shadow était entièrement vêtu de noir. Batman aussi. The Shadow était Lamont Cranston, un playboy, un homme du monde fortuné. L'alter ego de Batman est Bruce Wayne, playboy et homme du monde fortuné. Batman, c'est la version BD de The Shadow. Yes, Batman, clad in the somber costume which has struck terror to the heart of many a swaggering denizen of the underworld. Batman, who even now is pondering the plans of a new assault against the forces of crime. Batman, c'est la fusion de Sherlock Holmes et du plus grand athlète du monde. C'est vraiment ça. Durant la première année de sa parution dans DC Comics, Batman est un solitaire à tendance violente. Il porte un pistolet et n'hésite pas à s'en servir. La rédaction finit par lui confisquer son arme. Et si le justicier masqué se retrouve plus vulnérable que Superman, il n'en devient que plus populaire. Batman ne pouvait rien faire. Rien. C'était un héros de pulp avec un costume. Il n'avait pas de super-pouvoir. Il n'en reste pas moins le plus grand super-héros de fiction qui ait jamais existé depuis que l'humanité s'adonne à la littérature. Je ne sais plus qui a eu l'idée des origines. Vers le 5e numéro, ils ont décidé de lui donner un passé. Take it easy. Take it easy. Here you go. It's fine. It's fine. Now just take it and go. I said jewelry. Hey! And I swear by the spirits of my parents to avenge their deaths by spending the rest of my life warring on all criminals. Criminals are a superstitious, cowardly lot, so my disguise must be able to strike terror into their hearts. I shall become a bat. Dès lors, l'image du justicier solitaire dépressif et obsessionnel a fait partie intégrante du personnage. Cette notion de mort se retrouve souvent dans le passé des super-héros. Quelqu'un est tué alors que ça n'aurait jamais dû arriver. C'est une tragédie. Il faut que justice soit faite, que le meurtrier paie. C'est une excellente motivation pour un héros. En 2 ans, il y a eu Superman, si puissant qu'il pouvait déplacer des planètes, et à l'autre extrême, Batman, dénué de tout pouvoir. Tous les autres s'inscrivent entre ces deux personnages. Un grand champion a besoin d'un grand adversaire. C'est l'assistant de Bob Kane, Jerry Robinson, qui est chargé de créer le premier super-vilain. Je voulais inventer un méchant à la mesure de Batman et qui aurait le sens de l'humour. J'ai pensé au Joker. On avait toujours un jeu de cartes à la maison. J'ai sorti celle du Joker. Il avait quelque chose d'inquiétant. C'était un tueur en série dès la première version. Un clown tueur en série, c'est le paradis de la Pulp Fiction. Un clown psychopathe. N'importe quel auteur de pulp peut travailler là-dessus.
Au début des années 40, plus de 90% des garçons de 7 à 17 ans et près de 90% des filles lisent des comics. Comme l'a dit un détracteur, c'est un secteur bâti sur l'argent de poche des mômes. Les créateurs de Batman ne l'oublient pas quand ils introduisent un nouvel élément dans l'entourage du super-héros, le faire-valoir. Cela a élargi le lectorat. Les plus jeunes pouvaient s'identifier à Robin et les plus âgés à Batman. Il paraît que les super-héros avaient besoin d'un interlocuteur. Personne ne voulait leur parler. J'ai toujours pensé que si j'étais un super-héros, je n'aurais surtout pas envie de copiner avec un adolescent. Ça aurait fait jaser, pour le moins. Le faire-valoir est indispensable. À moins de jouer quelque chose de sérieux, d'important, où tous les regards doivent se concentrer sur vous, comme j'en ai l'habitude. Bon sang. Je n'ai jamais toute l'attention, il y a toujours un acolyte. Un garçon, pourtant, est loin de jouer les seconds rôles. Billy Batson, un petit orphelin vendeur de journaux. D'un seul mot, il se transforme en adulte surpuissant, Captain Marvel. But who is Captain Marvel? You are my son. All that is necessary is to repeat my name. Shazam. Shazam. Cette unique parole lui confère les pouvoirs de 7 dieux et héros de l'Antiquité. Tous les enfants peuvent s'identifier au mortel le plus puissant du monde, dont les aventures sont écrites par Bill Parker et dessinées par C.C. Beck. Captain Marvel est le premier super-héros qui rejette toute prétention au réalisme. Il combat des dragons. Il rencontre des habitantes de la Lune. Il est capable de tout ce que l'imagination peut concevoir. Et ça a été un immense succès parce que le filon était exploité à fond. Captain Marvel a également donné naissance à toute une famille de super-héros. Mary Marvel, Captain Marvel Jr. et plein d'autres, jusqu'à un lapin habillé en Captain Marvel. Ça aussi, c'était séduisant. Pendant un temps, Captain Marvel prend la première place au hit-parade des super-héros. Mais Superman reste un phénomène commercial. Expo internationale ou défilé de Thanksgiving, il est partout. Une part essentielle de la mythologie s'est forgée sur les produits dérivés liés aux premiers super-héros. Ils étaient lancés dans les comics, mais aussi par d'autres moyens. Vêtements, jouets, cadeaux, nourriture. Toute la gamme y passait. Sans oublier les émissions de radio. Faster than an airplane, more powerful than a locomotive, impervious to bullets. Up in the sky, look! It's a bird! It's a plane! It's Superman! And now, Superman, a being no larger than an ordinary man. La radio diffuse les aventures de Superman, une émission quotidienne de 15 minutes, juste après le retour des enfants de l'école. As our story begins, we ask you to come with us on a far journey. A journey that takes us millions of miles. L'émission apporte des innovations. Superman est doté de son propre faire-valoir adolescent, Jimmy Olsen. Il est vrai qu'à la radio, il a vraiment besoin de quelqu'un à qui parler. What does Superman mean? Does he intend to reveal his double identity to Jimmy Olsen? Don't forget to tune in next time and follow this exciting story with Superman. Ma première rencontre avec les super-héros a eu lieu à la sortie de Superman. J'avais 12 ans.
Le pacte germano-soviétique venait d'être signé et Hitler se préparait à envahir la Pologne. On était désespérés, faibles, et la Grande-Bretagne vacillait. C'est alors que Superman a fait son entrée. Et dans ma tête d'enfant, je me disais qu'il allait peut-être nous sauver. What started as a European war has developed, as the Nazis always intended it should develop, into a war for world domination. Au printemps 1941, le président Roosevelt fait face à de nombreux problèmes, notamment l'infiltration d'espions allemands aux États-Unis. But I tell you, Mr. President, there's no stopping these vermin. An army spotted with spies? It's useless. What would you suggest, gentlemen? A character out of the comic books? Perhaps the Human Torch in the army would solve our problem. La plupart des créateurs de comics étaient des juifs américains. Ils étaient plus inquiets que le reste de la population, plus conscients de l'urgence d'arrêter ce fou furieux d'Hitler. Neuf mois avant l'entrée en guerre des États-Unis, deux artistes juifs inventent un personnage prêt à s'attaquer aux nazis. Captain America a été créé par Joe Simon et Jack Kirby. L'effort de guerre battait son plein, et le bleu, le blanc et le rouge du drapeau étaient tellement emblématiques qu'il était naturel qu'un personnage patriote fasse son apparition tôt ou tard. C'était un formidable outil de propagande, en particulier la première couverture où Captain America étend Hitler d'un direct du droit. L'histoire débute au moment où le personnage, jugé trop chétif pour l'armée, se laisse injecter un sérum secret. Ça marche! Ses muscles se gorgent de puissance. Des millions de cellules se forment à une vitesse incroyable. Je me souviens de ces scènes. On avait déjà utilisé ça dans Blue Bolt, quand le héros affronte un scientifique armé d'une seringue qui lui fait ce que nous avons fait à Captain America. Si c'est une bonne idée, si c'est drôle ou palpitant, on peut s'en servir au moins 8 fois. This was at a time when everybody was patriotic. There wasn't a day passed by that, we didn't get news from Europe in the newspapers. And it was ridiculous not to do Captain America, because there was an idea that would have been bought by everybody. So Joe and I did that. C'est le tout premier croquis de Captain America. J'ai écrit « Je crois qu'il faut lui donner un copain adolescent, sinon il va passer son temps à parler tout seul. » Pour beaucoup de gosses qui avaient des amis et de la famille sur le front, y compris moi, il représentait notre lien avec la guerre. C'était l'oncle Sam des temps modernes, le genre de type qu'on aurait aimé avoir pour ami, pour fils ou pour père. C'était un symbole. Et voilà la croix gammée qu'on mettait partout dans nos comics. Jusqu'à la fin de 1941, le héros et Bucky, son inévitable faire-valoir, luttent contre les saboteurs et les sympathisants nazis de l'intérieur. L'imagination débridée du dessinateur Jack Kirby établit de nouvelles normes pour toute la profession. Jack Kirby avait un style unique, parce que lui-même était unique. C'était lui qui le mettait en scène. Quand Captain America donnait un coup de poing, c'était lui qui cognait quelqu'un qu'il détestait.
Jack Kirby était exceptionnel. Son style a révolutionné le métier. Il avait un sacré coup de pinceau, un don inégalé pour les scènes d'action. Simon et Kirby ont fait exploser les pages de Captain America, surtout grâce aux illustrations. Les personnages jaillissaient des cases. Personne n'était jamais statique. Ils ont été les premiers à mettre en scène des super-héros sous stéroïdes. Des personnages plus grands que nature, bourrés de muscles et brûlant de s'en servir. You started it. Now we'll finish it. Voici enfin le super-vilain idéal que les super-héros attendaient, l'ennemi ultime, tellement plus digne de leur pouvoir que des petits braqueurs de banque. Les gants rouges, jaunes, bleus et verts sont jetés. Les États-Unis sont officiellement en guerre et un bataillon de super-héros se tient prêt à défendre le pays. Même l'oncle Sam. Selon les études de marché, 70 millions d'Américains lisaient des comics pendant la guerre, près de la moitié de la population. Parmi les troupes à l'étranger, les BD se vendaient 10 fois mieux que les autres publications. 25% des magazines expédiés aux GIs étaient des comics. Les soldats les adoraient. Dommage qu'on ne puisse pas faire la guerre à coups de bande dessinée. On gagnerait toujours et personne ne serait blessé. La guerre posait un problème à un personnage comme Superman, puisqu'il pouvait y mettre un terme dans l'après-midi s'il le décidait. Pour contourner l'obstacle, Jerry Siegel et Joe Shuster envoient Clark Kent s'engager. Mais dans son enthousiasme, celui-ci relâche sa concentration et, à cause de sa vision à rayon X, il lit le tableau optométrique de la pièce adjacente. Résultat, il est jugé inapte au service, ce qui donne à Lois une raison de plus de le mépriser. Indécrottable Clark. Naturellement, il s'en sort par une pirouette. Les États-Unis n'ont pas besoin de Superman pour gagner la guerre. De nombreux créateurs de super-héros, dessinateurs et scénaristes, désertent l'atelier pour les bases militaires. Stan Lee, Jerry Siegel, Joe Simon et Jack Kirby, entre autres, rejoignent les forces armées. Au pays comme au front, chacun participe à l'effort national. Comme beaucoup de femmes, ma mère est allée à l'usine pendant que les GIs se battaient au loin. Ces femmes ont compris de quoi elles étaient capables. À leur façon, c'étaient des combattantes à part entière. Dans la plupart des comics des années 40, les femmes étaient confinées au rôle de petites amies. Soit c'était de vraies pestes, soit il fallait constamment les sauver, ce qui ne les empêchait pas d'être des pestes. Lois Lane n'arrêtait pas de tomber par la fenêtre pour que Superman vole à son secours. Ces demoiselles n'étaient que les petites amies des super-héros. Il y avait Hawkman et Hawkgirl,
Dollman et Doll Girl, Bullet Man et Bullet Girl. C'étaient des auxiliaires féminines en costume, mais c'étaient surtout des pom-pom girls. Les hommes étaient des héros et les filles leurs fiancées. Quelques super-héroïnes apparaissent avant-guerre. Olga Mesmer, la fille aux yeux rayons X, l'invisible Scarlett O'Neill ou encore Miss Fury. Mais celle que toute l'Amérique attend naît en décembre 1941. Wonder Woman fait ses débuts dans le numéro 8 d'All Stars Comics. Wonder Woman est la princesse Diana. Elle vient d'une île peuplée d'Amazones immortelles, qui vivent isolée au milieu du triangle des Bermudes depuis 3000 ans. La super-héroïne la plus célèbre du monde est l'œuvre d'un homme, un scientifique excentrique qui revendique l'invention du test du polygraphe. William Moulton Marston était psychologue. Il était convaincu que les femmes sont émotionnellement supérieures aux hommes et que les États-Unis seraient un jour un matriarcat. Alors que les super-héros se servent de leurs forces et d'armes agressives, Moulton équipe Wonder Woman d'outils plus subtils. Le meilleur d'entre eux, en dehors de son cerveau, était son lasso en or. Le lasso magique, c'est le polygraphe absolu. Ceux qu'elle attrapait étaient forcés de dire la vérité, mais aussi de faire tout ce qu'elle voulait. Ces histoires fourmillaient d'idées intéressantes sur le pouvoir et l'identité sexuelle, sur les structures politiques. Il y a un aspect étrangement fétichiste dans les premiers Wonder Woman. On voit beaucoup de chaînes, de menottes, de laisses, de colliers. Pratiquement à chaque page, quelqu'un se retrouve ligoté, entravé, menotté. En 1942, Wonder Woman figure sur la liste des livres censurés par l'Organisation nationale de l'Église catholique pour une littérature décente. On a beaucoup parlé du bondage dans Wonder Woman. Ce n'est pas ce que voient les enfants. Ils voient une femme à la force extraordinaire. Et de plus, ils voient une île peuplée uniquement de femmes. Une île entière où les femmes sont puissantes et où les garçons ne sont pas admis. Wonder Woman a été créée pour promouvoir les idéaux de la démocratie, pour apprendre aux enfants à combattre les forces de la tyrannie. Il suffit de la regarder pour voir le drapeau américain. Les Japonais ont fait l'objet de caricatures d'un racisme effrayant durant la guerre. S'il fallait que les comics montrent les États-Unis écrasant le Japon, je suis choqué qu'on les ait représentés sous les traits d'animaux ou de démons. Malgré tous leurs aspects positifs, il est important de dire que les comics avaient aussi leur côté obscur. Le racisme et les clichés sur les minorités abondaient. C'était comme ça, et je le faisais aussi. Les Japonais avaient les yeux bridés et l'écume aux lèvres. Les Noirs fuyaient le combat. Les Allemands étaient d'épouvantables lâches sous leur dehors de malabar blond. Et nos héros n'étaient pas très futés. C'était la loi du plus fort. En 1945, après la victoire dans le Pacifique et la capitulation des Japonais, l'Amérique accueille des héros bien réels. Après-guerre, les super-héros ont perdu en popularité. Les GIs qui rentraient du front désiraient lire des bandes dessinées.
mais pas forcément des histoires où des types en collant se baladent dans les airs ou conduisent une Batmobile. Ils voulaient des choses plus sophistiquées, plus adultes. Les personnages comme Captain America n'avaient plus de raison d'être. Il avait servi sa patrie, il avait fait son devoir, mais son temps était révolu. Je ne me rappelle pas ce qui a remplacé les super-héros après la guerre. Les genres ne manquaient pas. Ça aurait pu être les westerns, les aventures d'adolescents, les polars. Au début des années McCarthy, les pages des comic books connaissent une explosion de crimes et d'histoires d'horreur. En 1954, leurs effets sur les enfants sont examinés par une sous-commission du Sénat sur la délinquance juvénile. Le témoin vedette, Frédéric Wertham, est un médecin d'origine allemande qui prend les bandes dessinées pour cible dans son livre « La séduction des innocents ». Comic books are an important contributing factor in many cases of juvenile delinquency. À la sortie de ce livre, dans les années 1950, Wonder Woman a été violemment attaquée, tout comme Batman et Robin ou Superman. Cela a ravivé les craintes qu'inspirait leur prétendue sexualité déviante ou leur tendance homosexuelle. Bruce Wayne is described as a socialite and Dick Grayson is Bruce's ward. Batman is sometimes shown in a dressing gown. It is like a wish dream of two homosexuals living together. Je n'ai jamais cru que Batman et Robin l'avaient fait. Batman avait bien trop de goût. Superman, with the big S on his uniform, we should, I suppose, be thankful that it is not an SS, has long been recognized as a symbol of violent race superiority. Ça ne l'a pas rendu populaire auprès des créateurs des super-héros, juifs pour la plupart. Ils venaient de rentrer de la guerre et certains n'en étaient pas revenus. J'avais une certaine sympathie pour ce que faisait Wertham. Les enfants ne doivent pas être exposés à la violence gratuite. Pourtant, je ne pense pas que les lecteurs soient particulièrement violents. Les fans de bande dessinée ont l'air très gentils en grande majorité. Mais tout de même, ils sont fascinés par le sang et les atrocités. Les super-héros prennent une raclée. Des églises et des groupes de citoyens les boycottent. Aux quatre coins du pays, des écoles brûlent les comics lors d'autodafés publics. Ils ont eu la main lourde, au point que j'ai pris un pseudonyme pour les comics. Mon nom était devenu un gros mot. À la suite des auditions du Sénat, les éditeurs instaurent la Comics Code Authority, chargée de réguler le contenu des magazines. Le crime ne peut être que sordide et repoussant. La violence excessive est bannie. Et ghouls, loups-garous et zombies sont exilés en zone interdite. Les super-héros survivants perdent leur punch et adoptent le mode de vie pépère de l'après-guerre. Ils ont tué pratiquement tous les titres. Sur les 56 publiés chez National, il nous en restait 6. Et j'avais de la chance de continuer à travailler. Mais on ne faisait pas de super-héros, on faisait des histoires d'amour, de la science-fiction et beaucoup de westerns. Il était logique que DC évite la controverse et cherche à inspirer confiance aux parents. Mais il vendait de moins en moins à une clientèle de plus en plus réduite. Les super-héros sur papier ont perdu en popularité. À présent, les enfants se passionnent pour leurs aventures sur un tout nouveau support, la télévision. Look, up in the sky, it's a bird. It's a plane. It's Superman. Yes, it's Superman. Strange visitor from another planet. Superman, le feuilleton télévisé des années 50, reflète fidèlement la période Eisenhower.
Les États-Unis étaient infaillibles, bons, justes, moralement sains. Fights a never-ending battle for truth, justice and the American way. George Reeves, en Superman, incarnait ces idéaux à la perfection. Obviously, none of you can be trusted with guns, so I'm going to take them away from you. Lois, look. Si les parents nourrissent encore des doutes au sujet des super-héros, les feuilletons hebdomadaires n'ont qu'un but, retrouver la confiance des plus grands fans de Superman, les enfants. Superman? Now don't start treating me like a child. There's no such person as Superman and you know it. As Superman? Of course not. I figured all that out. It's just publicity. DC Comics réussit l'exploit de faire adopter sa star comme porte-parole du département du Trésor. Désormais, Superman défend officiellement et pour toujours le modèle américain. All you have to do is just put away part of your allowance or your odd job money and put it in United States savings stamps at school. La traversée du désert aura duré près de 10 ans, mais le premier et le plus grand des super-héros a retrouvé ses forces. Porté par la télévision, Superman fait savoir au monde entier que les super-héros symbolisent toujours les valeurs, les espoirs et les rêves de la nation la plus puissante de la planète.